Bien, bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier le comité de sélection de l'Académie des sciences pour avoir choisi notre travail pour une présentation aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir de faire l'introduction du travail de François Gerbe sur les cellules Tuft intestinales, un type cellulaire encore très peu étudié, dans l'initiation de réponses immunitaires dans le cadre d'infections parasitaires, notamment avec des helminths, donc des vers intestinaux. Notre équipe s'intéresse à la physiopathologie de l'épithélium intestinal, c'est-à-dire la couche la plus superficielle à la surface de l'intestin. Comme la fonction première de cet épithélium est l'absorption des nutriments, il a évolué en augmentant, en optimisant sa surface d'absorption par ces replis de la muqueuse et puis de cette structure en crypte et en villosité en doigt de gant qui se projette dans la lumière intestinale et le développement de microvillosités à la surface de chacune des cellules épithéliales. Si l'on développait la surface totale de cet épithélium sur un plan, on obtiendrait une surface de l'ordre de plus de 200 mètres carrés, ce qui veut dire 100 fois plus que notre peau, impliquant que notre interface principale avec le monde extérieur pourrait bien être via l'intermédiaire de l'épithélium intestinal. À l'inverse de la peau, qui comporte un épithélium stratifié, c'est-à-dire dans lequel les cellules épithéliales sont empilées sur plusieurs couches et kératinisées, l'épithélium intestinal ne consiste qu'en une seule couche de cellules qui, à elle seule, sépare notre organisme et notre système immunitaire du contenu luminal. Le contenu luminal, quant à lui, est le reflet peut-être pas très flatteur de notre environnement, puisqu'il est constitué des nutriments que nous y prélevons, ainsi que de tout ce qui peut venir avec en termes de composés toxiques, de mutagènes, d'allergènes, de millions de bactéries, de virus et de parasites, contre lesquels notre système immunitaire doit agir pour les maintenir sous contrôle. Alors la question qui est au centre du travail que François va vous présenter, c'est comment le système immunitaire est-il informé de la présence d'organismes potentiellement pathogènes dans la lumière intestinale. Plusieurs voies sont déjà connues. Et aujourd'hui, il va vous parler du rôle des cellules Tuft, de leur capacité de percevoir la présence de parasites dans le contenu luminal et d'en informer le système immunitaire par la production de molécules de signalisation particulières qu'on appelle des cytokines. Ce travail a aussi permis de révéler un nouveau niveau du dialogue qui existe entre le compartiment épithélial et le compartiment hématopoïétique du système immunitaire et comment ce dialogue est absolument essentiel pour permettre la mise en place d'une réponse immunitaire efficace. La portée de ce travail dépasse largement le contexte des infections parasitaires. En oncologie aussi, on sait bien l'importance que peut avoir le dialogue entre un compartiment épithélial et le stroma tumoral. Les adénocarcinomes, par exemple, se développent à partir d'une cellule épithéliale transformée, mais cette composante épithéliale est accompagnée par un stroma, et on sait que ce stroma peut contribuer de façon absolument essentielle aux propriétés, à la malignité de la tumeur. En particulier, dans le cas des cancers colorectaux, la composante immunitaire présente dans ce stroma est aujourd'hui considérée comme un des paramètres les plus robustes pour prédire l'évolution de la maladie, le pronostic du patient. Donc là aussi, on voit bien l'importance de ce dialogue qui peut exister entre la composante épithéliale et la composante immunitaire au sein de la tumeur. Et on comprend aussi comment les informations obtenues en utilisant des parasites comme une sonde pour interroger la nature de ce dialogue peut aussi fournir des informations extrêmement précieuses dans un autre contexte physiopathologique. Pour résumer le tout dans un schéma, on dirait qu'il y a donc des signaux au niveau de la lumière intestinale qui peuvent être perçus par les cellules épithéliales, qui peuvent en informer le système immunitaire via la production de molécules de signalisation, de cytokines immunomodulatrices, afin d'adapter le comportement de ce système immunitaire et de permettre la mise en place d'une réponse adaptée. Lors de la transformation oncogénique, et ceci est encore une hypothèse, les cellules épithéliales altérées pourraient produire de façon aberrante ces cytokines immunomodulatrices, pervertir en quelque sorte le système immunitaire et conduire à l'établissement d'un contexte immunitaire protumoral. Donc dans ces deux situations, on voit bien qu'on a ce dialogue entre la composante épithéliale et la composante immunitaire qui est absolument centrale. Et donc je vais laisser la parole à François Gerbe pour continuer sur ce sujet. Je vous remercie. Donc bonjour à toutes et à tous, merci Philippe. Donc moi déjà je vais me joindre à tous les orateurs de l'après-midi pour remercier les membres de l'Académie en mon nom, mais aussi je pense au nom de toute l'équipe et de toutes les personnes qui ont participé à ce travail. Donc pour vous dire le plaisir qu'on a d'être ici pour présenter ces travaux.
Donc moi, effectivement, je vais vous parler de cellules Tuft et de leur fonction dans la défense de la muqueuse intestinale, et notamment lors d'infections parasitaires. Alors je vais aller très très vite parce que Philippe a déjà posé la question, et effectivement, on va s'intéresser au rôle des cellules épithéliales sur le dialogue en fait qui peut exister entre les différents compartiments de l'intestin. Alors, je vais plutôt moi, me focaliser sur une introduction générale de l'épithélium, parce que peut-être peu d'entre vous savent exactement comment ça marche. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une coupe d'intestin grêle, et la couche qui nous intéresse, la couche de cellules épithéliales, c'est la couche qui va être marquée ici en vert, et donc qui va être organisée, comme Philippe l'a dit, en ces structures qu'on appelle cryptes, ici marquées en rouge, et des villosités. Donc, de manière très schématique, toutes les cellules épithéliales vont naître au niveau des cryptes, où on va retrouver des cellules souches qui vont assurer à la fois l'autorenouvellement de la structure, mais aussi la production de cellules épithéliales. Ces cellules vont se différencier, et on va y revenir dans un instant, et pour la plupart d'entre elles, elles vont migrer de la crypte en fait, jusqu'au sommet des villosités, où elles vont mourir par anoïkis. Donc, l'épithélium intestinal en fait, va porter ses fonctions via différents types cellulaires différenciés. Donc, j'en ai mentionné 6 ici. Donc, tout ceci va se faire à partir d'une population de cellules souches intestinales, et à travers d'interactions génétiques complexes, on va avoir l'aboutissement et la formation de tous ces types cellulaires qui vont porter les fonctions intestinales. Donc, par exemple, les entérocytes vont être les cellules responsables de l'absorption des nutriments, les cellules de Paneth sous le contrôle de SOX9 vont être responsables de l'immunité innée, de la sécrétion de peptides antimicrobiens, et donc les cellules Tuft sous le contrôle de POU2F3 vont avoir une fonction antiparasitaire, comme je vais vous l'expliquer dès maintenant. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'est intéressé à ces cellules, ça fait maintenant déjà 6 ans, et lors d'un premier travail, on a pu montrer que ces cellules, en fait, étaient des cellules épithéliales qui se distinguaient par leur morphologie qui est atypique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le côté apical d'une cellule Tuft, donc le côté qui va être en contact avec le lumen et qui se distingue, en fait, par cette touffe, donc ce qui leur donne leur nom, en fait, qu'on a vu, nous, comme une sorte d'appareil qui servait à sonder ce qui allait se passer dans le lumen. Et au-delà de leur morphologie, on a vu que ces cellules aussi étaient douées d'une capacité de production de médiateurs de l'inflammation. Donc la question pour nous a été assez rapidement de comprendre quelle pouvait être la fonction de ces cellules. Et pour ça, on a réalisé une expérience toute simple, qui est classiquement utilisée en biologie maintenant. Ce sont des expériences de microarrays ou de puces à ADN, si on traduit en français. Et en fait, c'est des expériences qui vont nous permettre de découvrir en fait quels sont les gènes qui sont exprimés préférentiellement dans nos cellules. Donc ça nous a conduit à avoir 2 informations clés pour notre recherche. Ça a été d'une part la découverte de gènes requis pour leur différenciation, donc notamment le gène POU2F3, et de découvrir aussi qu'on avait tout un set de gènes qui étaient impliqués dans l'immunité de type 2. Donc l'immunité de type 2, c'est une immunité qui va être déclenchée lors des réactions parasitaires ou lors des réactions allergiques. Donc si on regarde ce qui se passe au niveau des réactions parasitaires, en fait, c'est un petit peu le schéma qu'on avait avant notre travail. Donc une fois que des parasites arrivent au niveau du tractus intestinal, ils vont être sentis par un mécanisme qui est encore sujet à débat aujourd'hui, mais en tout cas, ça va aboutir à la production par les cellules épithéliales de molécules qu'on appelle des alarmines. Donc j'en mentionne 3 ici, l'interleukine 25, la protéine TSLP et l'interleukine 33. Donc ces alarmines, comme leur nom l'indique, vont aller alarmer et activer certaines cellules du système immunitaire, et dans ce cas-là, on va parler de cellules de type TH2 ou de cellules ILC2. Pour faire court, ces cellules, une fois activées, vont produire de l'interleukine 4 et surtout de l'interleukine 13. Et c'est ces interleukines qui, en retour, vont agir sur l'épithélial pour le transformer et lui donner ce qu'on appelle un phénotype hypersécrétoire. Donc, phénotype qui va se caractériser par la présence de nombreuses cellules sécrétrices de mucus. Donc on parle d'hyperplasie de cellules de gobelette et de production, entre autres, de molécules antiparasitaires. Donc la première chose qu'on a eu idée de faire pour valider ou non notre hypothèse, ça a été de regarder le statut de la population des cellules Tuft
dans des souris soit naïves ici à gauche, soit infectées ici à droite. Les cellules TUFT sont marquées par la protéine DCLK1, apparaissent en jaune. Et ce qui vous saute aux yeux, finalement, j'espère, c'est l'augmentation assez drastique du nombre des cellules, qu'on estime d'un facteur 8,5. Alors, je ne vais pas présenter toutes les données aujourd'hui, retenez juste qu'on a essayé d'étudier les modalités de cette amplification et qu'on a vu que cela impliquait en fait une reprogrammation des cellules souches et progénitrices intestinales, donc une modification vraisemblablement des programmes génétiques favorisant la différenciation des cellules TUFT, et que, dans un deuxième temps, cette reprogrammation est influencée par une signalisation dépendante de l'interleukine 13. Alors, toujours est-il que ceci ne répond pas à la question de l'impact fonctionnel de ces cellules, et pour ça, on a eu la chance de disposer d'un modèle de souris déficiente pour le gène POU2F3. Donc, si vous vous souvenez, POU2F3, c'est un facteur de transcription qui est essentiel pour la différenciation des cellules TUFT. Ce qui fait que, dans ce genre d'expérience, on va infecter soit des souris sauvages, enfin des souris somme toute normales, donc qui seront en noir avec mon code couleur, ou des souris déficientes pour le gène POU2F3 en blanc, qui seront des souris sans cellules TUFT. Et lorsqu'on infecte ces deux types d'animaux, et qu'on monitore la sévérité de l'infection en comptant le nombre d'œufs de parasites qu'on retrouve dans le fesses de ces souris, on voit qu'on a une différence qui est assez notoire. On voit que des souris normales, donc représentées par les points noirs, sont capables d'expulser les parasites en une dizaine de jours. Par contre, pour les souris déficientes en cellules TUFT, ici en blanc, on voit que l'infection en fait perdure jusqu'à au-delà 42 jours. Donc on a vraiment un phénotype assez drastique et un retard d'expulsion qui est très très marqué. Et la question qu'on s'est évidemment posée, c'était de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui pouvait expliquer ça? Et la chose la plus simple qu'on a pu regarder dans un premier temps, ça a été de regarder le statut de la réaction mucosale dans son ensemble. Et là, je vous montre deux exemples frappants qui vous montrent que dans ces souris, on a une totale absence de réaction mucosale. La première, c'est la non-production de mucus. Donc vous voyez que sur une souris normale infectée, on va avoir une production de mucus qui est en fait visualisable par toutes ces vacuoles ici marquées en rose, et qu'on va avoir quasi une inhibition, en tout cas une absence de cette hyperplasie des cellules de gobelet dans les souris sans cellules TUFT. Et ceci en fait peut être expliqué par l'absence d'activation des cellules immunitaires qui produisent les interleukines de type 2, telles que l'interleukine 13. Donc ça vous est montré ici. Dans la situation wild type, on a un certain ratio d'activation des cellules TH2 et ILC2, et on voit que dans des souris déficientes en cellules TUFT, on perd ou on abolit quasiment l'activation de ces types cellulaires. Donc si on n'a pas de réaction mucosale et si on n'a pas de réaction d'activation du système immunitaire, est-ce que tout se passe bien au niveau de l'initiation de cette réponse de type 2? Et la réponse, encore une fois, est non. Donc on a regardé l'expression d'une des alarmines, qui est l'interleukine 25, et on voit qu'on perd totalement l'expression de ce gène dans la situation KO POU2F3, donc sans cellules TUFT. Et finalement, en regardant ces coupes d'immunohistochimie, on comprend tout de suite pourquoi, parce qu'on s'est très vite aperçu que les cellules TUFT étaient les cellules productrices d'interleukine 25. Donc ça vous est montré sur différents pans, on va peut-être regarder le plus gros, et on voit que ce noyau-là, donc, qui est POU2F3, qui vous fait visualiser une cellule TUFT, co-exprime et produit en tout cas l'interleukine 25 qui est marqué ici en marron. Donc on s'est dit, ok, si les parasites ne peuvent pas sortir, c'est qu'on n'a tout simplement pas d'initiation de cette réponse de type 2. Et dans ce cas, si tout ça est vrai, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de sauver le phénotype de nos souris sans cellules TUFT en les supplémentant en interleukine 25? Et la réponse est oui. Donc c'est ce qu'on a fait là. Donc je reprends mon code couleur habituel. Vous voyez donc des souris qui ont été infectées. On monitore en fonction du nombre d'œufs qu'on retrouve dans les fesses. Donc les souris sauvages en noir, les souris KO en blanc avec toujours ce retard à l'expulsion. Et si cette fois on donne de l'interleukine 25, on voit qu'on restaure une réponse qui est quasi normale. Voilà, donc c'était le message en fait qu'on a essayé de faire passer dans ce papier. Donc on a pu montrer que les cellules TUFT sont les cellules épithéliales qui vont produire les alarmines, enfin qui vont produire l'alarmine interleukine 25, ce qui va aboutir à l'activation du système immunitaire et la production d'interleukine 13.
qui va reprogrammer les cryptes, ce qui va conduire d'une part à une hyperplasie des cellules de Goblet, donc plus de mucus pour expulser les parasites, et aussi une amplification du lignage des cellules TOFT. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je n'ai peut-être pas insisté durant mon topo, mais ces cellules TOFT néoproduites vont garder la capacité de produire de l'IL-25. Ce qui fait qu'on va rapidement tomber dans une boucle d'amplification qui va nous permettre d'avoir une expulsion rapide des parasites. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vais tout d'abord remercier les membres de l'équipe qui ont grandement contribué à ce travail, donc Philippe évidemment, Pierre, Marco, Nathalie, Emmanuel et Laure, qui se sont fortement impliqués durant cet été 2015. Nos collaborateurs, donc Ichiro Matsumoto qui nous a mis à disposition le modèle murin déficient pour POU2 F3, Naomi Taylor de l'IGM de Montpellier qui nous a aidés pour les analyses immunologiques, Rick Meisel pour son expertise en parasitologie, tout le personnel des plateformes techniques et notamment des animaleries montpelliéraines ainsi que nos supports et notamment le CNRS. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup sur cette présentation d'un type nouveau. Jean-François Bach. Bien sûr, c'est passionnant de voir comment l'intestin réagit vis-à-vis des parasites. Une question que je me posais, je me suis posée depuis longtemps en fait, c'est de savoir comment et pourquoi la réaction est différente vis-à-vis des bactéries commensales. Alors, il peut y avoir, bon, en étendant la question des parasites aux bactéries qui ne sont pas commensales, on peut déjà avoir un élément de réflexion, mais pourquoi il n'y a pas de réaction immunitaire, en tout cas entraînant l'élimination des bactéries commensales? Quel type de signaux sont donnés lorsque les bactéries commensales sont en contact des cellules épithéliales? Wow. Moi, de ce que je connais, mon petit domaine de connaissance en termes de microbiote, je ne pense pas que ce soit les mêmes signaux qui soient le déclencheur en fait de ce type de réponse. Je ne sais pas, alors il faudrait demander à des gens un peu plus experts en la matière, mais Une façon d'aborder la question, c'est en regardant les ligands présentés par les différents agents, micro-organismes ou parasites. Est-ce qu'ils sont d'une nature différente ou pas? Et pourquoi y a-t-il une alarme d'un côté et pas de l'autre? Voilà. Le problème est qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore la nature des ligands en fait, qui sont reconnus tout du moins par les parasites. On peut connaître certains ligands bactériens. Un élément de réponse, c'est que je sais que par exemple les cellules TOFT, dans ce qui ressort de nos analyses de transcriptome, n'expriment pas préférentiellement de récepteurs TLR ou de choses comme ça. Donc, c'est à peu près la seule chose que je peux dire à ce sujet. Daniel Louvard. Oui, très beau. Vous décrivez dans les conditions d'infection par les helminthes un phénotype de surproduction de cellules à mucus. Oui. C'est un phénotype qu'on observe si on bloque l'activation du gène Notch qui contrôle cet équilibre entre entérocytes et cellules à mucus. Alors, est-ce que dans ce cas-là, vous avez observé une perte de fonction ou une baisse de l'activité de Notch? Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de monitorer. Si ma mémoire est bonne, lorsqu'on bloque Notch, on agit sur tous les types sécrétoires, y compris oui, mais on n'a pas... pas... et y compris entéro-endocrine. Oui, mais personne n'a regardé les cellules TOFT. Alors, à ma connaissance. Personne n'a regardé les cellules. Il n'y a que vous qui pouvez le regarder. Voilà, certains, on peut le regarder, c'est vrai. Mais dans le cas d'une réponse de type 2, on a, c'est vrai, une hyperplasie des cellules à gobelet, une hyperplasie du lignage TOFT, mais on n'a pas une augmentation du lignage des cellules entéro-endocrines, comme c'est le cas, je pense, avec Notch. Donc, je pense qu'on est dans un cas de figure qui est, on va dire, phénotypiquement un peu le même. Vous l'avez regardé, ces cellules entéro-endocrines, vous les avez regardées? On les a regardées, oui. Et on n'est pas exactement dans le même schéma. D'accord, merci. Et vos cellules TOFT, elles se retrouvent partout le long des villes, là, quand ça augmente, au moment de l'infection? Oui, alors en fait, ce qu'on voit, c'est finalement une dynamique avec des cellules TOFT qui vont se trouver néoproduites dans les cryptes et qui vont progressivement migrer.
Alors c'est dommage, hein, on aurait bien voulu faire du time-lapse comme certains de nos collaborateurs l'ont fait, sur un modèle justement d'organoïdes. C'est vrai qu'on voit cet afflux de cellules tufts qui partent des cryptes et qui vont coloniser le tissu différencié, on va dire. D'autres questions? Bon, j'en ai encore une petite dernière, là. Vous avez regardé avec des bactéries ce que ça fait précisément sur les cellules tufts? Non, on n'a pas regardé. Alors, la seule folie qu'on s'est accordée, ça a été de regarder sur un modèle d'Axenic si on avait des cellules tufts. La réponse est oui. On a toujours des cellules tufts dans ces conditions-là. Ok. Bon, puisqu'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je vais vous remettre votre médaille.